d'être là. On est ravis de vous accueillir au musée pour ce deuxième temps du cycle de conférences lié à l'exposition Gold. J'espère que vous l'avez tous et toutes vu, ou peut-être pas encore. Si ce n'est pas le cas, évidemment, je vous invite à le faire. C'est une exposition que le musée a voulu très festive, brillante dans tous les sens du terme. Et cette exposition, elle s'ouvre sur le bijou. Quand la directrice du musée, Elsa Janssen, a pensé à ce thème du gold, du doré, Domiti Elbé, qui travaille à la conservation au musée, lui a dit mais alors le bijou chez Yves Saint Laurent, ce sont d'abord les boutons, et l'exposition s'ouvre justement sur ces boutons. Ils sont aussi présents à travers les bijoux qu'Anna a sélectionnés et mis en scène dans l'exposition, elle nous en parlera, et aussi avec les bijoux qu'Yves Saint Laurent avait créés avec Claude Lalanne qui sont exposés. Donc, je pourrais vous montrer des images tout à l'heure du catalogue. Donc le bijou est très important dans l'œuvre d'Yves Saint Laurent, d'où le thème de cet échange, de cette rencontre ce soir. Alors, on ne va pas faire un cours magistral sur l'histoire de la bijouterie, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de parler évidemment d'Yves Saint Laurent, de son œuvre, en élargissant un petit peu le propos, en allant chercher plus loin, en approfondissant un thème qui est évoqué dans l'exposition. Et pour ce soir, pour ce faire, nous avons deux invités de marque, Anna Klosowski et Elie Top, et je vais vous demander de vous présenter chacun à votre tour, parce que vous allez le faire mieux que moi, en commençant par Anna. Bonjour, moi je suis historienne de l'art et commissaire d'exposition dans l'art contemporain. J'ai cofondé une maison d'édition qui s'appelle We Do Not Work Alone, qui crée des objets avec des artistes. Je suis aussi la fille de Loup de la Falaise et la filleule d'Yves Saint Laurent, d'où ce lien qui m'a amené à imaginer... qui a amené Elsa Janssen à m'inviter à imaginer la mise en scène des bijoux dorés d'Yves Saint Laurent. Bonsoir. Donc, je suis Elie Top. Je suis designer de bijoux. J'ai ma propre ligne de bijoux depuis 7 ans, bientôt 8 ans, de bijoux précieux, mais auparavant j'ai créé des bijoux fantaisie pendant presque 15 ans auprès d'Albert Elbaz chez Lanvin, et je suis ici aussi parce qu'en fait j'ai commencé ma carrière ici à l'âge de 20 ans, où je suis entré comme assistant au studio d'Yves Saint Laurent, et j'ai travaillé parallèlement à ma collaboration avec Elbaz, j'ai travaillé aussi avec Loulou pendant quelques années. Donc le tout était entre mes 20 et 30 ans que j'ai passé auprès d'elle. Donc ça a été une étape décisive dans ma vie. Voilà. Merci à vous deux d'être là. Vous comprenez pourquoi on a demandé à Elie et Anna d'être avec nous ce soir, qui sont deux personnes évidemment extrêmement bien placées pour évoquer cette histoire du bijou et d'Yves Saint Laurent. Alors pourquoi on parle de bijoux dorés et pas de bijoux en or ce soir? Parce que évidemment, le bijou en or a une histoire plurimillénaire qui remonte à la fin du néolithique. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'allait pas faire un cours sur cette très longue histoire. L'or, c'est le roi des métaux. Il est dans toutes les cultures associées à la divinité, à l'éternité aussi. Il est, pour les Égyptiens, la chair des dieux. Pour les Incas, la sueur du soleil. On l'évoque aussi dans le catalogue. C'est une histoire qui est très longue. D'abord parce qu'il est rare, parce qu'il ne s'altère pas, parce qu'il brille, évidemment. Donc il a toujours été associé à des symboles très forts. Il est très lié au pouvoir, à la question de l'éternité aussi. Et il a une place, évidemment, tout à fait à part dans l'histoire de l'orfèvrerie et de la joaillerie. Et ce soir, on va un petit peu laisser cette question de côté, même si on peut évidemment l'évoquer si on a envie, pour se concentrer un peu plus sur le XXe siècle et sur l'histoire du bijou fantaisie. Alors je vais vous parler sous le contrôle d'Elie et de Anna qui connaissent cette histoire bien mieux que moi. Mais quand on a échangé ensemble, il est venu tout de suite cette idée que le bijou fantaisie date du XXe siècle et marque vraiment une rupture avec ce qui se fait avant.
avec des nouvelles matières, avec aussi des nouveaux moyens de production qui permettent de développer le bijou d'une toute autre manière et en quelque sorte de le désacraliser. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'œuvre d'Yves Saint-Laurent, qui s'attachait plus à la valeur visuelle du bijou qu'à sa valeur commerciale, et qui avait vraiment en tête de faire un bijou qui se voit, qui accompagne le vêtement, et qui est vraiment, qui a une valeur de beau en fait, mais qui n'est pas forcément une valeur commerciale. Et il le disait lui-même, il disait: je n'aime les bijoux que faux. Hein, vous avez peut-être vu ça dans l'exposition. Alors, il y a deux personnes qu'on a évoquées aussi rapidement en préparant cette conférence, qui sont Gabrielle Chanel et Elsa Schiaparelli, et qui ont elles-mêmes commencé à travailler cette histoire du bijou fantaisie. Est-ce qu'on peut démarrer par parler de ça et commencer à parler de ça? Ellie, est-ce que vous voulez ouvrir cette conférence, je me fais les gros yeux, sur l'influence qu'a pu avoir Chanel sur le travail d'Yves Saint-Laurent? Moi, de ce que je sais, c'est que Chanel a eu une influence en général sur lui, et donc le bijou en fait aussi partie. Et comment dire, l'importance que ça a dans la silhouette chez lui est vraiment de l'héritage des deux. C'est-à-dire qu'il y a, dans la simplicité de ses vêtements, surtout à une période, le bijou vient comme un complément, et vient en faire un look, et vient en faire une chose beaucoup plus amusante et flamboyante, qui vient compenser et rééquilibrer quelque chose qui serait beaucoup plus épuré. Et puis après, avec Schiaparelli, dont il s'est beaucoup aussi nourri pour les couleurs, pour les matières, pour la folie, il a utilisé aussi cette folie-là dans les bijoux. Aussi peut-être par l'intermédiaire de Loulou, parce qu'on parle évidemment de Yves Saint-Laurent, mais les bijoux étaient aussi créés par Loulou. Elle-même était extrêmement déjà nourrie de Schiaparelli, de par sa famille, parce que sa grand-mère s'habillait énormément là-bas dans les années 30. Sa mère a été mannequin pour Schiaparelli. Donc je pense que quand elle est arrivée, elle-même était déjà totalement infusée de ce goût-là et de cette fantaisie-là. Que chez Chanel, on est dans des références qui sont un tout petit peu plus classiques, dans des références médiévales et tout ça. Que chez Schiaparelli, on est évidemment dans le surréalisme, mais pas que, dans l'utilisation du plastique, dans l'utilisation de matières un peu complètement inattendues, qui viennent se mélanger et créer un effet beaucoup plus surprenant. Mais alors ce mélange du faux et du vrai, c'est un peu Chanel qui lui a donné ses lettres de noblesse, puisque Chanel commence à mélanger des perles fausses avec des vraies perles. Elle remplace les pierres précieuses par du verre, des choses comme ça. Ça date vraiment de là? Bah, je crois, elle a tout balancé par la fenêtre un peu. Donc l'idée c'était, je sais pas, c'est le pull et les bijoux. Vous voyez, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que quand vous avez un look extrêmement simple, vous pouvez venir l'animer et le rendre amusant et un peu spectaculaire avec les bijoux qui viennent avec. Mais ça devient une chose de mode et pas une chose de placement ou d'investissement dans des pierres. C'est des choses qu'on change tous les mois, ou toutes les saisons en tout cas. Et alors Anna, Yves Saint-Laurent, il se moquait un petit peu du look un peu trop bourgeois, du bijou qu'on porte pour montrer qu'on a de l'argent, des choses. C'est quelque chose d'important aussi. Oui, bon, c'est sûr que c'était pas son affaire, dans le sens où il n'aimait pas du tout les affaires bourgeoises, ou enfin voilà, ce qu'il appelait lui bourgeois, ce qui lui semblait trop classique, trop coincé, pas assez dérangé quelque part, pas assez flamboyant, pas assez exubérant. Donc oui, et c'est aussi pour ça que le faux, le toc, hein, la fantaisie a toute son importance dans son travail. C'est parce que ça lui permet aussi de valoriser l'effet. C'est là où ça aussi ça rejoint. Ça rejoint, quand on parlait aussi du travail de Schiaparelli, ce qui l'a aussi beaucoup influencé quand même, c'est le rapport aux artistes. Ça fait aussi partie de ces créateurs qui ont un vrai amour de l'art, une vraie connaissance de l'art, et dont les inspirations sont puisées au même endroit que sont puisées celles des artistes
et à l'endroit même des artistes. Donc c'est aussi des volontés visuelles, des volontés d'effets qui du coup on peut se permettre. Après c'est aussi des affaires techniques. Du coup on peut se permettre beaucoup plus de choses avec du TOC si on veut des grands effets. Évidemment les choix et les possibilités deviennent immenses. Et pour en revenir un instant à Chanel, elle disait « J'aime pas qu'une femme ressemble à un coffre-fort en trimballant comme ça sa richesse ou son pouvoir d'achat sur elle. » Et j'ai l'impression que pour Yves Saint Laurent, il y avait aussi vraiment cette idée de ne pas forcément étaler quelque chose qui avait une forme de vulgarité, peut-être apporter trop de bijoux précieux en tout cas. Oui, il aimait. Moi, je me souviens qu'il y a cette histoire où en effet, il a été, quand ils se sont rencontrés avec Loulou de la Falaise, une des choses qui l'a frappé chez Loulou, c'est qu'ils étaient chez un ami pour un verre, un thé, et tout d'un coup, il faut qu'elle s'en aille, et alors elle défait son turban. Elle le jette par terre et elle met toutes ses affaires au milieu de son turban, elle fait un nœud et elle s'en va. Et c'était son sac, mais aussi son turban. Et ça, c'est quelque chose qui lui a tout de suite plu dans l'effet de la simplicité et dans cette espèce de chic qui réside dans une certaine nonchalance, un naturel. J'ai lu qu'elle portait aussi un bracelet qui était un pince-nappe en fait quand ils se sont rencontrés. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. C'est vrai. Non, je ne connaissais pas l'histoire du turban, mais l'histoire du pince-nappe, oui. Et alors il était fasciné parce qu'en effet, au milieu de tous les bracelets, type des bracelets berbères, afghans, des choses qui étaient mélangées, des choses très ethniques, elle avait juste pris la pince en métal qui tenait les nappes pour le protéger quand il y a du vent, et elle se l'était mis en bracelet comme ça. Donc ça, c'était un geste, en effet, en lui-même. Enfin, c'est une chose presque artistique, mais c'était aussi pour montrer qu'il y avait des objets qui pouvaient être très jolis juste portés comme ça et qui étaient juste détournés. Mais ça ne résidait pas dans la préciosité de la chose. Et là, c'était vraiment pour jouer aussi un peu. Oui, c'est un peu un jeu, mais ce qui paraît incroyable à nos yeux, c'est de se dire Yves Saint Laurent avait cette connaissance technique si forte. Il faisait de la haute couture et en même temps, il était très séduit par une pince qui tient les nappes et qui peut servir de bijou. Il y a quelque chose de très ludique aussi. C'est la question. Ça, c'est la question de la curiosité quand même. C'est la question de l'ouverture d'esprit, de la curiosité, de l'aspect artistique, enfin voilà, d'une manière de regarder le monde et d'une manière d'être au monde où les choses sont toutes aussi curieuses les unes que les autres et donc aussi belles. Elles ont toutes le même potentiel de beauté, que ce soit un pince-nappe ou le drapé et patati patata. Ouais, je ne sais pas, je crois que ça a aussi à voir avec la mode ou juste l'amour de la mode, parce que les vêtements étant en effet quelque chose de très sérieux, de très très fini et tout ça, les bijoux venaient aussi pour terminer la silhouette et bousculer les choses, comme venaient les chapeaux, comme venaient les autres accessoires. Après, il y avait une appréhension plus ou moins, ça a beaucoup à voir avec la liberté en fait, c'est une question de liberté d'esprit. Je crois que elle a fait souffler un vent aussi qui était beaucoup plus léger par rapport à ce qui existait autrefois. On oublie ce que c'était. Enfin, mais moi, je n'oublie pas parce que je n'ai pas connu, mais de ce qu'on nous a raconté ou de ce qu'on m'a raconté. Quand par exemple Louis de la Falaise est arrivé, tout était très, très, très conservateur, très aussi raide dans la manière de fonctionner, dans la manière de travailler. Les dames étaient comme ça, avec des vêtements très bien mis, des cheveux très bien coiffés et tout ça. Et alors lui, quand il a vu elle, il s'est dit « Ah, mais il s'est passé quelque chose ». Mais elle venait aussi de Londres, de New York, c'était un vent ça se passait un peu ailleurs dans les années 60 quand même. Oui, et d'ailleurs ils se rencontrent en 68, c'est rigolo. De penser que c'est une date marquante. Parce que là, eux, ils étaient encore beaucoup sur la haute couture. Et il y avait des gens ailleurs, notamment, enfin surtout les anglo-saxons, qui avaient un peu balancé ça. Donc elle est venue s'inscrire là-dedans et puis faire trembler un peu les choses, je pense.
Et alors, Loulou on va en reparler hein, de ce qu'elle a changé. On s'était dit qu'il y a un avant et un après Loulou dans l'histoire des bijoux d'Yves Saint Laurent et puis dans l'histoire de la maison Yves Saint Laurent tout court. Mais pour revenir à ce qu'on évoquait, la légèreté, l'effet surtout, j'aimerais bien qu'on développe un petit peu cet aspect parce qu'il y a quelque chose de très important là dans la silhouette Yves Saint Laurent où la valeur du bijou compte moins que justement l'effet que ça produit et qu'est-ce que le bijou vient apporter à la silhouette. On peut mettre des illustrations, je crois, parce qu'il y a des choses qui étaient assez parlantes. Vous me dites que quand vous voulez passer... Parce que là, on voit particulièrement, moi ce que j'adorais, c'est qu'il les a dessinés, qu'elle les a traduits en bijoux, mais ils sont presque déjà précis. Elle traduit quelque chose qui est aussi simple que son dessin, en fait, qui sont des choses extrêmement épurées, mais très, très, très volumineuses, et qui viennent contrebalancer la rigueur d'une robe noire smoking assez austère, comme ça. Donc là c'est vraiment l'exemple d'un mélange et d'une chose très contrastée, et avec des ors extraordinaires et des bracelets que, en plus, techniquement, je trouve vraiment remarquables. Parce que comme j'ai fait beaucoup de bijoux fantasy, je me suis toujours demandé comment ils avaient fait. Mais ça, je trouve que c'est très très parlant de ce point de vue-là. Et c'est aussi amusant de savoir que, puisque en effet, comme on voit ici, c'est déjà prévu dans le dessin, enfin le bijou est prévu dans le dessin, en fait les manches étaient prévues trop courtes par rapport aux standards des manches et des standards, pour pouvoir permettre au bijou d'exister. Donc c'est vraiment une question de complémentarité aussi entre les deux. L'effet du bijou vient vraiment terminer une silhouette et je pense que c'était aussi des usages de décalage, c'est-à-dire qu'il y a une fois que Yves Saint Laurent avait dessiné tous ces looks, Loulou venait aussi y rajouter ou en enlever des bijoux pour quelque part créer un certain décalage ou créer une autre dimension. Et c'est aussi là où ils s'attendaient l'un l'autre. Il y a une dimension presque d'humour aussi parfois dans les bijoux. Et ce qui est intéressant avec cette silhouette et avec ce que vous dites, Anna, c'est que le bijou là fait presque office de bouton, c'est-à-dire qu'il est prévu pour être quasiment intégré dans le vêtement. Il est pensé vraiment avec le vêtement et pas comme quelque chose, pas comme une ligne accessoire à part en fait. Oui, non, là il fait partie du vêtement carrément. Je sais pas si on pouvait l'acheter séparément. Oui, non, c'est justement ça. C'est que il n'y avait pas vraiment de ligne à part. Il n'y avait pas de ligne de bijoux. En effet, je crois que les pièces du défilé pouvaient être vendues en pièces uniques, mais c'est tout. Après, elles étaient déclinées pour le prêt-à-porter, mais ça restait dans des éditions assez limitées. Il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de pensée d'une ligne de bijoux en dehors du vêtement. Les choses étaient quand même très liées. D'ailleurs, je crois que Loulou disait qu'au début, les bijoux fantaisie qui étaient liés à la haute couture, qui défilaient sur les looks haute couture, n'étaient même pas vendus, ils étaient bradés à la fin du défilé parce que les clientes haute couture n'avaient pas cette habitude d'acheter du bijou fantaisie comme ça. C'est possible. Alors, Élie, est-ce que vous voulez continuer sur les quelques images d'illustration, nous présenter quelque chose en particulier ? Là, c'était beaucoup pour les éléments qui étaient récurrents dans leur thématique, qui étaient beaucoup autour du cristal de roche. Après, on a d'autres pages autour du corail, autour des cœurs, il y avait quand même des choses qui revenaient un peu en permanence, comme ça, et qui étaient ensuite travaillées de manière toute différente, et c'était un peu toujours c'est un peu comme la logique de ces vêtements, hein, qui sont des variations pendant très longtemps sur différents types de volumes, différents types de lignes, mais à la fin, c'est toujours le même socle. Et là, on trouve quand même pas mal ça aussi. Oui, là, en effet, on voit les cœurs, qui étaient un thème récurrent. Ça, c'est des thèmes très Saint-Laurent. Et là où Loulou vient
vient y mettre sa touche et ça devient une collaboration. C'est justement sur la question du cristal de roche ou de la manière dont ça devient une sculpture, finalement, dans la manière dont à chaque fois le cœur est retraduit différemment selon chaque collection pour s'adapter à la collection. Vous nous disiez justement qu'il y avait vraiment un avant et un après Loulou, qu'avant son arrivée, les bijoux ont une certaine, sont un petit peu classiques, ou en tout cas répondent à des thèmes plus classiques de la joaillerie, et que son arrivée fait vraiment souffler un vent de fraîcheur au niveau de la créativité, au niveau des matières aussi. Moi, c'est ce que j'ai constaté en l'étudiant. Après, je ne suis pas un expert du truc, mais ce que je vois dans les années 60, c'est que les bijoux ressemblent à des bijoux des années 60, mais n'ont rien de très particulier. Ils sont particulièrement faits par les fabricants eux-mêmes, ou en tout cas, c'est des choses qui sont proposées et puis qu'on modifie légèrement, comme ça, mais on peut retrouver un peu les mêmes choses presque dans d'autres maisons. Et il y a pas mal de... Bon, c'est pas mal. Mais c'est assez rigide aussi, c'est un peu comme la silhouette de l'époque. Il n'y a pas vraiment justement cet esprit de contraste ou de balance entre la silhouette et le vêtement. Et ensuite, on sent vraiment qu'il se passe quelque chose, en fait. Donc ça devient beaucoup plus fantaisie, ça devient beaucoup plus libre, ça devient quelquefois beaucoup plus kitsch, ça devient aussi beaucoup plus ethnique, avec des références où on est au bord de la culture hippie quelquefois, et puis après, on en parlait beaucoup, il ne faut pas oublier qu'elle est de culture anglaise, donc il y a quelquefois des choses dont on ne sait pas très bien ce qu'on regarde, en termes de mélange de couleurs, en termes et elle apporte aussi, chose que lui il adorait, mais elle le développe, c'est ce que je racontais, c'était le côté tout très pacotille comme ça aussi. De verroterie, et d'accumulation. Et d'accumulation, oui. Et puis il y a cette liberté dans le geste, dans la manière de les porter. Parce que tout ce qu'elle pourrait porter, je pense qu'elle le fait aussi. Donc il y a une chose comme ça elle donne ça dans la silhouette, de ce qu'elle propose, en tout cas, devient comme ça. Tous ces mélanges deviennent beaucoup plus facile, et puis lui aussi il évolue, sa mode évolue, ça devient beaucoup plus libre aussi de son côté, je pense que sous son influence aussi peut-être, en tout cas il y a une émulation entre les deux, il y a une rencontre. Et elle lui apportait aussi de la fraîcheur, de la liberté, et puis quelque chose d'un peu moins conventionnel que le milieu duquel il venait, Yves Saint Laurent, quelque chose de plus fou qui se traduit dans les créations. Vous disiez, Anna, que ce qui vous avait frappé au départ en fouillant dans les archives, c'était parfois le mélange de couleurs, du doré justement avec des couleurs un peu inattendues. Oui, parce que c'est quand j'ai voyagé à travers les archives pour trouver tous les bijoux dorés, je m'attendais évidemment à avoir des associations entre l'or et le rouge, l'or et le corail, enfin, des choses que j'avais en tête. Mais ce qui était amusant de voir, c'est qu'en fait, il n'y a aucune distinction qui est faite. Et il y a peut-être un petit peu plus d'or et de corail, mais ça s'arrête là. Il y a vraiment de l'or avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même ce qu'on n'imagine pas trop, comme du orange, du jaune, des couleurs avec lesquelles on n'imagine pas que ça va devenir complémentaire ou venir s'augmenter. Et il y a vraiment cette volonté maximisante de tout faire, enfin, de tout essayer en tous les cas. Maximisante, c'est un mot intéressant parce que justement, c'est des choses qui sont généralement assez volumineuses et on le voit dans l'exposition, c'est quand même souvent des gros bijoux, des bijoux volumineux. Le style, c'était vraiment pas les petits bijoux qu'on porte contre la peau. C'est pour ça qu'ils sont liés aussi sans doute comme ça aux vêtements. Est-ce que, Anna, vous pouvez nous raconter un peu le processus de ce que vous avez fait pour l'exposition, la façon dont vous avez travaillé et dont vous avez voulu exposer ça? Oui. Je suis partie de deux grands principes qui étaient d'abord la volonté, puisqu'il s'agit de toc, puisqu'il s'agit de bijoux fantaisie, je voulais pas qu'il y ait de confusion entre l'or et le doré. Donc j'ai tenu à ce que ce soit une proposition plutôt très foisonnante.
de manière à ce qu'on ne tombe pas dans une représentation de l'or qui pourrait porter à confusion sur son origine, sur ce qu'il est. Donc ça n'est pas de l'or, c'est du doré, d'où le fait que j'ai choisi de montrer énormément de propositions. J'ai choisi quand même, mais il y a quand même 300 bijoux dans les 2 vitrines. Donc j'ai évacué des doublons, les variations, tout ça, mais j'ai presque... évidemment, je ne pouvais pas tout montrer, mais j'ai presque tout montré. Et c'était ça l'idée, une des premières idées. L'autre chose, c'était aussi que en effet, quand on s'intéresse aux bijoux dorés, il y a 2 choses qui m'ont frappée. C'est à la fois, en effet, comme je disais tout à l'heure, le fait que ce soit associé à vraiment toutes les couleurs, et de l'autre côté, tout l'aspect sculptural, où ça devient vraiment des objets, des petites sculptures. Ça dépasse complètement l'affaire du bijou, notamment par sa taille. Donc d'un côté, dans ces 2 vitrines, d'un côté, j'ai fait le choix de montrer toutes les sculptures, donc tous les bijoux qui ne sont presque que dorés et qui ont vraiment cet aspect-là, de manière chronologique, parce que tout d'un coup c'est assez amusant de voir les époques, le goût qui se modifie, qui change. Et de l'autre côté, j'ai décidé de montrer plutôt ça justement sur un espèce de dégradé de couleurs, un panel de toutes les couleurs imaginables, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel auxquelles le doré est associé. Élie, vous nous disiez qu'il y avait des choses qui revenaient fréquemment dans le travail de Loulou et d'Yves Saint Laurent. Est-ce que vous voulez qu'on regarde quelques-unes de ces images et que vous nous en parliez ? Ah ben là, ce qui est intéressant, ça fait suite au cristal de roche des pages précédentes. Mais là, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, c'est du cristal de roche teint. Alors, j'ai jamais très bien compris comment ils avaient fait. Je sais que c'est, je crois, Robert Gossens qui avait fait ça avec elle. Et il y avait toute une collection, même ça a duré, je crois, plusieurs saisons, où il était... d'ailleurs, un peu comme faisaient les hippies, il y a juste une espèce de fil de métal qui passe autour du cristal. Et puis après, ils étaient enfilés de toutes sortes de manières différentes. Il y en avait qui étaient d'une taille absolument colossale, qu'on n'a pas en document là, mais qui étaient des choses très très grosses. Et ils lui ont fait subir toutes sortes de traitements et toutes sortes de changements de couleurs qui étaient assez surprenants. Oui, je rebondis sur cette image parce que quand on en parlait, il y avait aussi ce qui était amusant sur cette collection, c'était dans la question de la traduction et du travail entre Yves et Loulou. Il y a des dessins comme ça de Yves qui montrent une pierre et puis plein de gribouillis. Et finalement, c'est presque littéralement traduit par ce travail-là. Et voilà, il y a une manière de traduire le dessin en sculpture qui était assez joyeuse. D'ailleurs, Loulou ne dessinait pas, je crois, ou pas beaucoup, et elle donnait des inspirations, c'est ça ? Elle faisait plus qu'elle ne dessinait. Ouais, elle dessinait quand même. Moi, j'ai vu des dessins. En tout cas, c'était peut-être plus des intentions ou des silhouettes ou des choses de couleur. Et après, c'était beaucoup de discussions avec le fabricant en question. Et ils étaient tous un peu affiliés à certaines spécialités. Donc, il y en avait qui étaient justement plus dans le strassage. Il y a ceux qui faisaient plus de céramique. Il y a ceux qui faisaient plus, comme Gossens, du cristal de roche, des choses comme ça. Et en fonction de ce qu'ils savaient faire, elle leur proposait certains types de thèmes, en fait. Plus certains dessins, et après elle opérait elle-même beaucoup d'enfilage qu'elle préparait, ou les mélanges de matière et de pierre qu'elle préparait, des choses comme ça. Oui, Anna a d'ailleurs apporté avec elle quelques exemples de réalisation pour vous les montrer. Et est-ce que Loulou travaillait comme ça avec les fabricants pour créer des prototypes et qu'elle présentait ensuite à Yves Saint Laurent? Quel était leur processus de création à tous les deux? Bah, je pense que ça j'étais pas exactement dans les petits papiers. Hein. Donc,
fait passer, où vous pourrez venir les voir tout à l'heure à la fin et les regarder. Je crois qu'après, il y avait des périodes où il était plus ou moins précis sur ce qu'il voulait aussi. Donc, Ouais. je ne sais pas trop comment ça se passait là-dessus. C'est les mystères de la création, on ne saura pas. Le cœur, le fameux cœur dont on a un exemple ici, c'était donc. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire avec le cœur, Élie? Est-ce que c'est juste pour nous montrer que... Non, je pensais qu'il était important qu'il soit là parce que c'est le bijou le plus célèbre quasiment. Ouais. Et que tout le monde savait plus ou moins que quand il l'attribuait à un certain passage, c'est parce que c'était et son mannequin et sa robe préférée. Donc c'est devenu une chose traditionnelle comme ça au fur et à mesure des années. Donc si on connaît un petit peu Yves Saint Laurent et son histoire, on sait tout ça. Quand on regarde des photos, on sait que si on voit le cœur, on sait que c'est ce qu'il a aimé le plus, de cette saison-là en tout cas. Et ça, c'est une chose que je crois qu'il a dessinée dès le début et qui a été gardée. Et le cœur est un motif qui revient après souvent ou... Oui, constamment, quasiment. En tout cas, ils se le sont appropriés, c'est pas que ça n'existait pas avant. Mais, bien sûr, je veux dire qu'il revient fréquemment dans les créations. Voilà, vous avez quelques exemples encore de la manière dont ça peut être porté aussi dans le dos, devant. Oui, ça c'est sur les... Ben justement, là on voit beaucoup les questions d'enfilage, et quand on se posait la question de comment est-ce que, si Loulou dessinait ou pas, en fait Loulou principalement elle enfilait. Et elle... de pierre. mais voilà, tout ce qu'on voit derrière elle, c'est des milliards d'exemples de choses qui étaient faites avec. Donc ici, j'en ai ramené quelques-uns qui sont un tout petit peu plus tardifs et donc un tout petit peu plus précieux, dans le sens où c'est quand même de la turquoise et des perles éthiopiennes et de la passementerie. Mais ça allait aussi ça passait aussi par des perles toutes simples qu'on trouve à la mercerie. Et j'ai tenu dans la vitrine, il y a un exemple de ça, d'un petit enfilage, mais qui pourrait ressembler à l'enfilage de n'importe quel enfant de 8 ans qui enfile autour d'un fil de nylon. Et c'est rigolo que tout d'un coup, quand j'ai vu ça qui atterrit dans les collections du musée, Yves Saint Laurent, il y a une chose un petit peu joyeusement absurde, et je sais pas, on imagine assez volontiers la scène où Yves dit « Ah, ça va pas ce look, il faut faire quelque chose tout de suite ». Et 5 minutes avant le défilé, comme ça, quelque chose est enfilé et mis sur la mannequin, et tout d'un coup, ça résout le look, pour une raison un peu mystérieuse. Il y a une part importante de stylisme aussi, en fait, enfin, pas plus que, mais en tout cas, avec la création, il y a aussi une façon de porter le bijou qui est très importante. Moi, je sais pas, c'est ce que j'imagine. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui dans la mode, avec beaucoup de collaborations avec des stylistes extérieurs qui viennent faire les looks du défilé et tout ça, en fait, on voit d'ailleurs sur cette photo la complicité qui pouvait y avoir entre les deux. C'est comme si elle était là à plein temps, mais elle participait, je crois, beaucoup au look et à l'accessoirisation à la veille des défilés. Donc c'était aussi une proposition qu'elle pouvait faire par rapport à ce que lui avait peut-être imaginé, de ce qu'ils avaient raconté, et puis de ce qu'elle voyait apparaître aussi, et lui aussi, en fonction de ce qui était arrivé, de ce qui avait été réalisé, parce que tout ça, ça bouge beaucoup. Mais il y avait on peut sentir son intervention de ce point de vue-là, qui est un peu comme si elle avait, comme aujourd'hui, les grandes rédactrices qui débarquent 5 jours avant pour faire les looks du défilé avec le créateur et en parler. Mais aujourd'hui, ça nous paraît un peu plus habituel, on va dire, c'était quand même assez nouveau. Oui, je suis pas sûr que ça existait tellement ailleurs. Je sais pas ça, mais je crois pas. Surtout pour la couture, en fait. Mais... Là, c'est des exemples de pièces plus sculpturales, non comme ça. Quelles étaient ces grandes inspirations, s'il y en a? Est-ce que c'est un peu difficile à dire ou... Parce qu'on a l'impression qu'elle a tellement un look à part, une façon de créer, d'accumuler qui lui est propre, on peine à croire qu'il y a vraiment des inspirations, mais il doit y en avoir. Il y en a, mais en effet, elles sont multiples
elles évoluent tout le temps et elles changent au fil de ce qu'elles regardent. Après, on peut quand même faire des grands thèmes. En effet, il y a beaucoup de choses ethniques, il y a beaucoup de choses berbères, il y a beaucoup de choses afghanes. Après, il y a en effet, comme on en parlait avec Ellie, il y a aussi toute une inspiration anglaise. Il y a des choses comme ça qui frisent ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler le mauvais goût, le kitsch, qui sont très, très affirmées et décomplexées. Après, oui, les influences, elles sont vraiment multiples et voilà, après, je pense que c'est la manière de les traduire qui crée le style particulier qu'elle avait. Mais ça, on ne sait pas comment ça marche. Ouais, c'est son talent, justement. Et elle disait aussi, Loulou, j'ai horreur des bijoux qu'on ne peut pas perdre. J'adore cette phrase parce que c'est vraiment cette idée de la valeur qui n'est pas la valeur marchande, quoi. Oui, et puis c'est la volonté aussi de vivre avec son temps et de ne pas être figé dans un... de ne pas être figé ni dans une époque, ni dans une posture, ni dans une époque de sa propre vie, par exemple. Donc c'est l'idée qu'en effet, les choses se cassent, se perdent, et que la vie avance. Et même si chez Loulou, les bijoux sont quand même des sortes de talismans, enfin, on leur confère aussi un espèce de pouvoir, de protection, et tout ça. Elles ne sont pas des choses... elles en refusent quand même l'aspect sacré. Voilà. Mais il y a un dialogue entre le sacré et le profane qui était aussi très présent chez Yves Saint Laurent et pour lui c'était aussi important cette valeur talisman, c'est-à-dire qu'il avait aussi des petits porte-bonheur, il y avait cette valeur-là dans le bijou. Il y a toujours eu. Pour tout le monde. Non, là, c'est d'autres exemples de pièces assez spectaculaires. C'est beaucoup des choses des années 80, peut-être, mais qui étaient justement dans des volumes assez colossaux, avec des mélanges de matières, des choses de métal, de céramique, de passementerie. Là, on voit, oui, les influences berbères, clairement. L'obsession pour le corail et le cristal de roche, qui sont aussi quand même deux choses à haute valeur symbolique. C'est des pièces, le cristal de roche, ça repousse les mauvaises ondes. Aujourd'hui, plein de gens s'en servent. Mais déjà pour eux deux, c'était... cette question-là, elle avait quand même son importance. C'était aussi pour ça que c'était une des raisons pour laquelle ils aimaient le cristal de roche et qu'ils en ont mis partout. Mais c'est aussi le côté Chanel de la chose quand même, qu'on trouve aussi, parce qu'on voit d'autres exemples avec des grandes croix, avec les perles, avec toutes les références aux bijoux néo-médiévales et tout ça, qui sont très... c'est des versions de Chanel un peu exagérées, extrapolées, surdimensionnées. Il y a toute cette référence-là quand même. J'y reviens encore un peu, mais moi ça me fascine vraiment cette question du surdimensionné. Justement, je me demande d'où vient cette envie de faire quelque chose qui prenne tant de place dans la silhouette. C'est pour faire du spectaculaire, c'est simplement ça, je crois. Ça fait de l'effet, c'est plus amusant. C'est aussi des choses d'époque, ça va avec l'art de son époque, le pop art, les années... enfin voilà, je veux dire... oui, mais traditionnellement, le bijou fantasy est aussi spectaculaire. Là, il y a des moments, ils l'ont sans doute poussé à un degré qui n'existait pas avant. Mais si vous faites du bijou fantasy, ce qui est amusant, c'est de faire des très grosses choses. Parce que sinon, à ce moment-là, vous faites de la joaillerie. Vous voyez, vous pourrez pas, même techniquement, vous ne pourrez pas faire des choses très petites. Ce sera vilain, ce sera pas intéressant, et puis vous le faites pas pour ça, en fait. Donc ça parle avec le vêtement, et puis c'est ça qui, quelquefois, habille le vêtement, donc il faut que ça se voit, il faut que ce soit... Et c'est là où, quand vous le faites, vous vous amusez aussi, parce qu'il faut que ce soit amusant pour vous aussi. Donc c'est un jeu dans ces deux sens-là, je crois. Vous parliez de Christian Lacroix aussi.
Non, on avait parlé de Christian Lacroix parce vous m'avez parlé un peu d'histoire. J'ai dit Lacroix, il existe aussi parce qu'il y a eu Saint-Laurent sans doute avant et Chanel et Schiaparelli. Donc il y a eu un moment où le bijou fantaisie de Lacroix, il était vraiment extraordinaire aussi, avec ce type de volumes colossaux, avec ce mélange de matière et toutes ces choses tribales qui sont arrivées. Il était nourri, je pense, et la porte était ouverte pour faire ce qu'il a fait parce qu'il s'était passé ça chez Saint-Laurent aussi, je pense. Là, c'est le blé, c'est encore les éléments de superstition. Parce qu'il a même été, son cercueil, le catafalque était brodé d'épis de blé à la fin. Donc c'est allé jusqu'au bout. Et c'était quelque chose qui venait de Dior aussi. Impossible, ça, je ne sais pas. Je crois que Dior avait souvent des épis de blé dans sa poche, ou en tout cas avant les défilés, et que Yves Saint Laurent avait un peu hérité de cette forme de superstition, en tout cas ce sentiment de réassurance d'avoir ce petit gris-gris. En tout cas, c'est un motif qui revient souvent, qui est important. Oui, après, c'est aussi des mots, comme on a vu juste dans les images avant, c'est aussi des motifs d'histoire de l'art très typiques. C'est beau. Là, c'est un bel exemple, mais c'est peut-être, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est une des collections où il a plus dessiné les bijoux. C'est pour ça qu'on trouvait vachement important de le montrer. Et là, ça fait vraiment partie du look, et c'est des volumes absolument énormes qui ont été complètement respectés dans la réalisation. En plus, c'est pas qu'on a essayé de minimiser après, quand c'est devenu vrai. Je pense que les bijoux sont devenus presque plus gros. Enfin, en proportion, c'est exactement ces proportions-là, c'est les proportions des dessins. Et ce qui est marrant, c'est ce que disait Anna, c'est les petits dessins sur le côté qui sont assez vagues et précis en même temps, et qu'elle a respecté dans le vague extrêmement précis, comme dirait Duras. C'est un truc, c'est-à-dire que c'est resté comme ça. Elle a vraiment tenté de le traduire complètement. Et là, on voit les bracelets aussi, comme au début, qui font partie de la silhouette, qui sont vraiment le complément. Et la simplicité du look, en fait, parce que si on regarde le manteau, c'est toujours le pull, un pantalon, et puis un collier énorme qui vient affirmer le tout. Et on ne peut pas imaginer la silhouette sans, en fait. Elle devient beaucoup moins extravagante. Oui, sinon vous avez juste un col roulé avec un pantalon. Le temps file, on va pas pouvoir continuer pendant des heures, mais avant de conclure, on avait aussi envie de parler de la façon dont ils travaillaient tous les deux et avec les fabricants. Évidemment, Robert Gossin, qui est le plus important peut-être. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter là-dessus ? Moi, je sais beaucoup de choses parce qu'on m'a raconté, parce que en fait, j'étais là quand même à la fin, je dois tout avouer. J'étais là les 5 dernières années et j'étais un assistant. J'étais pas. C'est beaucoup de choses que Loulou m'a raconté, et des choses que j'ai vues. Robert Gossin, c'était là. Mais il y avait aussi une maison qui s'appelait Cinémark. Il y avait les ateliers du Lion Bleu. Il y avait les Sœurs Leroux qui ne faisaient que des passementeries, qui est malheureusement une maison qui a disparu, je crois, aujourd'hui. Qui faisait tous ces montages et tous ces tressages et tous ces glands et ces ceintures, etc. Il y avait plein de petits fabricants, de petites maisons qui vivaient aussi grâce aux commandes. Oui, mais je pense qu'il y avait pas mal de maisons qui travaillaient aussi pour d'autres maisons, comme ça s'est toujours fait. Après, peut-être qu'ils travaillaient majoritairement pour Saint-Laurent, mais ils appartenaient pas, ils avaient le droit de faire un peu ce qu'ils faisaient aussi, enfin, je crois. Et après, il y avait des gens plus déglingués, il y avait une dame qui s'appelait Martine Boutron avec son mari, ça j'ai bien aimé cette histoire, mais c'est une histoire que Loulou m'a racontée. Et avec son premier mari, apparemment son premier mari était daltonien. Et ce qu'elle m'a raconté, c'est que dès qu'elle arrivait avec certains bijoux qui avaient été enfilés, justement parce que c'était beaucoup de choses de verroterie, des choses comme ça, c'est ce qu'il lui préférait. Et alors, c'était toujours des mélanges de couleurs extrêmement improbables. Et apparemment, il était toujours très séduit par ça. Et ils en avaient conclu que c'était sans doute grâce à ses talents de daltonien que ça avait produit ce genre de choses. Et d'ailleurs, Gossens, il avait aussi beaucoup travaillé avec Dior. C'est là qu'il Mademoiselle Chanel. Et surtout Mademoiselle Chanel. C'est chez Dior qu'il avait rencontré Yves Saint Laurent. Mais il disait que sa carrière, il la devait à Chanel. Et qu'il avait vraiment commencé avec elle. Robert Gossens. Ouais.
Oui, Oui, le père, hein, pas le... oui, oui, monsieur Gossens, à chaque début de rendez-vous, vous rappelez qu'il avait travaillé avec Mademoiselle Chanel. Donc, ça, c'était des pièces qui sont arrivées à la fin, mais c'était pour montrer un peu le début et de ce que moi j'imaginais que les bijoux étaient beaucoup plus sages, et c'est des bijoux des années 60 et un tout petit peu plus conventionnels dans leur époque en fait que ce qui s'est passé plus tard avec la rencontre de Loulou de la Falaise. Entre-temps, il y a eu une petite... il y a eu des intermèdes avec les Lalanne qui étaient vraiment des choses assez fantastiques et extraordinaires. Et puis... Et qui montre déjà en fait sa volonté de s'extraire de ce classicisme, on pourrait presque dire. Et du côté Schiaparelli aussi. Oui. Ah oui, la collaboration avec les artistes. Et c'était une amitié, je crois, très forte. C'est des gens qui étaient très très amis, c'était tout un groupe. Et je crois qu'il y a eu un tout petit intermède Paloma Picasso, mais je ne suis pas certain de ce que je raconte. Au niveau des bijoux? Oui. Non? Je sais pas. Je sais pas. Et oui, après, il y avait aussi dans la manière dont il travaillait, justement, pour les pièces comme ça qui sont simplement enfilées, il y avait toute l'influence afghane, berbère. Il y avait aussi des personnes qui arrivaient avec plein de bijoux, achetés partout dans le monde, en Afghanistan, partout, et qui étaient plus ou moins copiés comme ça par Loulou, et on les reconnaît. C'est pour ça que j'en ai amené quelques-uns, ce qu'on reconnaît quand même assez franchement. La source de l'inspiration qui donne après ces grandes manchettes, les formes géométriques, plein de choses assez caractéristiques en fait, qui sont devenues caractéristiques de Saint-Laurent. Et avant Loulou, il n'y avait pas tellement cette entrée du bijou, qu'on dit ethnique, dans la couture ou même dans le prêt-à-porter de luxe. Ça, je ne vois pas d'autres exemples. Non, pas à ma connaissance, je crois pas. Mais... Ça devait être vraiment quelque Moi, chose je d'assez... vois, alors peut-être ça correspond à la même période, peut-être on le trouve à la même période ailleurs, mais... Oui, c'est vrai qu'il y a des événements extérieurs qui font que c'est aussi une mode de l'époque. Bah, c'est vraiment une mode, et elle était vraiment à la mode, et elle était entourée de ces gens qui faisaient la mode à l'époque. C'est une espèce de hit girl aussi. Enfin, c'est pas le bon mot parce que c'était pas comme ça, mais c'était toute une équipe, un peu, une bande d'amis qui était vraiment dans l'air du temps. Donc c'est des gens qui étaient comme des éponges aussi. Ouais. Donc là, on voit des exemples par les Boutron, justement. Et là, il y a l'exemple à gauche que Anna aimait beaucoup, qui est une espèce de petit enfilage qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Oui, qui représente bien En fait, on voit bien dans les looks les questions d'accumulation, où tout d'un coup, en effet, ça a pris à part et mis tout d'un coup dans les collections du musée. Ça paraît toujours un peu absurde. Et et en même temps, je trouve ça très parlant, parce que c'était des choses qui appartenaient à des looks d'accumulation, où en fait il y en avait 27 autres, et du coup le tout créait un look, un effet, et quelque chose qui donnait un effet de luxe et de puissance, qui là tout seul tombe un peu à plat, mais en même temps, voilà. Oui, ça c'est pour le côté anglais. Jusqu'où on peut aller dans la question du kitsch, presque du mauvais goût. Et en même temps, quand on le voit sur les silhouettes, on ne peut pas se dire ces mots-là. On se dit ni kitsch ni mauvais goût, mais en effet, quand on les sort de leur contexte du vêtement, parce que c'est quand même ça leur contexte de monstration, de vie,
on se rend compte de la particularité des goûts. Là, on est beaucoup plus sur une référence à Chanel, quand même, par exemple. Passementerie. Passion, passementerie. Voilà les références plus de l'Afrique du Nord. Et d'où vient la passementerie. Hein. Et voilà, ces colliers aussi. Enfin, moi, quand je vois ça, on en parlait, il y avait aussi plein de colliers qui étaient faits en tissu. Et on sent aussi que ça vient du jeu. Ça vient d'un moment, un bout de tissu qui traîne, un entortillement, flou, oh, super. Et c'est cette liberté-là aussi qu'il a, et tout d'un coup est finie. Elle est magnifiée, mais c'est quand même du jeu dont ça vient. Différentes choses. Oui, il y avait des pièces de grille-pois, mais je crois qu'ils ont travaillé assez longtemps ensemble. Je ne sais pas très bien comment ça s'est terminé. Mais grille-pois venait de la maison Chanel aussi. Il y avait Gossens et Chanel qui étaient... Et grille-pois, c'était vraiment beaucoup plus la grande tradition couture. Là, ils en ont fait un truc qui est assez audacieux parce que ça m'a l'air d'être un très grand sautoir avec des petites feuilles de lierre. C'est entièrement en pâte de verre, ça doit être extrêmement fragile. Donc je ne sais pas très bien comment on pouvait le porter, mais on pouvait, comme dirait Loulou, on pouvait le casser. Donc, mais c'était un travail très délicat, parce que il fallait fondre le verre dans la structure pour que tout reste transparent, tout ça. C'est assez précieux en réalité, pour du bijou fantaisie. Oui, mais le bijou fantaisie n'exclut pas la main de l'artisan et le savoir-faire. Même si on n'est pas dans Non, pas du tout, c'était juste une question de matériaux, au contraire. Parce qu'il y en a qui étaient des vrais sculpteurs. Enfin, Oui, il y avait des savoir-faire incroyables. Oui, des gens différents particulièrement talentueux dans leur Là, on retrouve le cœur, bien placé. Et on va terminer sur cette image. Est-ce que Anna, Elie, vous avez quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous vouliez absolument évoquer? Il est encore temps. Sinon, on va passer à une petite séance de questions, si vous en avez. Pour Anna, pour Elie, on peut faire passer les micros. En fait, c'était pour demander à Elie qui redonne le nom du passementier, enfin, qui n'existe plus. Et avec moi, celle que j'ai connue, c'était Mesdames Leroux. Leroux? Leroux. Ah, d'accord. C'était je deux sais que c'est sœurs. très important, la passementerie. Je crois qu'il y a eu d'autres maisons aussi, hein, mais moi, c'est celle que j'ai connue. Ah, et qui, malheureusement, apparemment, n'ont pas du tout voulu que ça continue. Ah ouais? Donc ça s'est arrêté avec elles. Elles n'ont pas voulu ni même transmettre leur savoir, parce que j'ai souvenir que Loulou essayait de les convaincre de prendre un peu plus d'apprentis, d'essayer de transmettre la chose. Elles avaient des gammes de couleurs infinies, pouvaient créer toutes sortes de tresses et de pompons et tout ça selon ce qu'on proposait. Le blé, ça symbolisait quoi exactement? Pourquoi c'était un porte de bonheur? Non, je sais pas que. C'est pas que l'argent, je crois que c'est la prospérité en général. La prospérité, c'est les bonnes récoltes c'est aussi au la départ. fécondité, la prospérité. Mais oui, par extension, oui. La richesse. Mais normalement, vous devez en acheter quelques. Vous pouvez vous prendre combien? 7, évidemment. 7 épis de blé tous les ans qu'il faut changer. Vous les gardez à la maison, puis vous les changez l'année suivante. Il faut se les faire offrir? Non, il faut se les faire offrir. Alors, on va vous en offrir. On ne peut pas les cueillir dans les champs, c'est ça? Apparemment. C'est pas aussi simple. Ouais. J'avais une question, je ne sais pas si vous savez, les gros bracelets en bois comme ça, est-ce que c'était une collaboration avec Catherine Noll? Non, du tout.
Je pense pas. Ok. Il y a eu plusieurs maisons qui ont fait des choses comme ça. Mais pas Catherine. Non. Non. Elle avait travaillé pour différentes maisons de couture. Je crois qu'elle travaille pour Mugler, pour Nina Ricci, Dior aussi. Ça, j'ai jamais entendu. Donc je ne sais pas si c'était aussi, si ça aurait pu être elle. C'est assez proche. Oui, c'est assez proche. Ouais. Non, je sais pas. Surtout celui-ci. J'ai une petite dernière question. La manière de penser de votre mère ou pour vous, Yves Saint Laurent, ça a influencé votre manière de penser ou d'inspiration pour votre travail? C'est toujours difficile à dire, mais forcément, la personne qui t'a élevé t'influence de manière dont je pourrais pas forcément décrire les manières dont elle m'a influencée. C'est trop sinueux, mais oui, évidemment. Enfin, dans la manière dont je travaille et dans ce que je fabrique et dans la manière dont je collabore avec les artistes ou la manière dont on met en scène les expositions, dont on imagine le travail, voilà, moi j'y vois plein de... Dans la manière de désacraliser l'œuvre aussi en faisant des objets, moi j'y vois plein de références, mais finalement après c'est aussi assez intime et c'est la manière dont on se raconte sa propre histoire. J'ai une question de quelqu'un qui est un peu trop timide pour parler dans le micro, donc je vais me faire la porte-parole de sa question, qui est une bonne question. Yves Saint Laurent a beaucoup, comme on sait, fait passer de vêtements masculins dans le vestiaire féminin. Est-ce que le bijou était une manière aussi de ramener de la féminité dans les looks? Oui, je pense que oui, sans aucun doute, ça devait complètement compenser peut-être quelquefois, pas la rigidité, mais en tout cas la masculinité de certains costumes, certains tailleurs et tout ça. Tout à coup, ça le faisait basculer dans la féminité, ça c'est certain. Mais un peu comme les chaussures à talons ou des choses comme ça qui pouvaient compenser ça. Après, il y a aussi... On pourrait aussi réfléchir au fait que justement Loulou, elle avait aussi ce côté où elle n'était pas féminine dans le sens où on entend aussi, on entend toute la féminité. Du coup, les bijoux selon Loulou de la Falaise et selon Loulou et Yves, finalement, ils étaient tout à fait entre deux, de la même manière que les vêtements le sont et passent du côté féminin au côté masculin. Ces bijoux-là, finalement, et je pense que c'est des choses qui sont récupérées, qui sont réinvesties aujourd'hui par les plus jeunes générations. On le voit très bien, c'est des bijoux qui peuvent être portés par les hommes, et je pense que c'était aussi leur qualité première. Bonjour. On voyait les bijoux et en comparaison par exemple avec ce que vous appelez les enfilages très naïfs, très enfantins et à la fin on va dire le sautoir en verre. Quand est-ce que le bijou fantaisie devient plus fantaisie, pas dans le matériau mais dans la technique qu'il engage pour le fabriquer? Est-ce que, je parle peut-être plutôt aux fabricants, peut-être, à quel moment le bijou il est plus fantaisie parce qu'il dépasse le matériau et le savoir-faire qu'il porte et plus, on va dire, en adéquation avec peut-être le prix ou la manière de l'utiliser? Est-ce que vous fixez une limite par rapport à ça, je veux dire? Vous voulez dire quand il ne l'est plus, quand il devient trop précieux? Pas dans sa matière, pas dans le verre qu'on utilise, mais dans les techniques qui sont mises en place pour le fabriquer. Comme vous dites, le sautoir est sans doute extrêmement compliqué à fabriquer. Est-ce qu'on peut encore le considérer comme un bijou fantaisie dans sa, on va dire, dans sa naïveté? En fait, tout ce qui n'est pas métaux précieux est considéré comme de la fantaisie. Il n'y a pas de limite, veut dire qu'un bijou fantaisie pourrait coûter beaucoup plus cher qu'un bijou d'orfèvrerie? Il ne le sera pas parce que la matière est beaucoup moins chère quand même.
Mais on peut arriver à des prix, moi j'avoue, même chez Lanvin, j'ai fait des choses qui allaient jusqu'à 3 500, 4 000 euros pour un collier, et c'était de la résine avec du laiton. Là, c'était beaucoup de main-d'œuvre en fait, et beaucoup d'ailleurs, c'est des techniques très très différentes. C'est quoi une limite par rapport à ça? C'est vraiment, vous dites pas à un moment donné, c'est trop pour ce type de bijoux, ça engage trop de savoir-faire, trop de temps, trop de tout, quoi. Je crois qu'en quant à la couture, il n'y avait vraiment pas de limite, je crois. J'ai pas souvenir Moi, j'ai eu plus de limites dans le prêt-à-porter qu'en couture, en tout cas, de ce que Loulou avait le droit de faire. Je crois qu'elle avait le droit de faire beaucoup de choses. Et à partir du début des années 90, c'est même devenu plus précieux, ça on en parle moins, mais il y a eu plus de pierres semi-précieuses, il y a eu tout à coup, il y a eu de l'ambre, il y a eu des améthystes, il y a eu du quartz fumé, il y a eu du vermeil, il y a eu du bois laqué. Tout est devenu, d'ailleurs, il n'y a plus du tout de petits sautoirs comme on avait avec la poire qui pendait en bas. C'était devenu quelque chose qui se différenciait aussi plus du prêt-à-porter. Je pense qu'à l'époque aussi, ils cherchaient à faire des choses très différentes de ce point de vue-là, qui étaient vraiment des pièces uniques, et donc ça devenait des pièces beaucoup plus coûteuses. Donc... Mais oui, et la distinction en fait entre haute joaillerie et bijoux fantaisie, en effet, ce que vous sous-entendez, c'est qu'il y a une certaine absurdité là-dedans, et c'est juste parce qu'en effet, avec des matériaux moins nobles, on peut quand même arriver à des prix très chers parce que la main-d'œuvre est démesurée. Mais en effet, en termes de catégorie, ça ne change pas. Bonsoir, je pense tout à coup à quelque chose. J'imagine que le bijou venait d'orner une tenue. Est-ce qu'il est arrivé à Yves Saint Laurent d'être subjugué par une création de Loulou de la Falaise et qu'elle influence, elle inspire une tenue? Donc on est dans l'autre sens, dans leur dialogue constant. J'ai envie de dire oui, mais j'ai pas d'exemple. En tout cas, oui, elle avait j'imagine un ascendant sur lui. Elle avait un même. Est-ce qu'elle avait sur les tenues? Ascendant sur lui. Ascendant, c'est pas le bon mot. Mais c'est sûr il avait envie d'être influencé par elle. Ouais. Et là-dessus, il s'agit plus d'émulation et de se tirer vers le haut ou de s'emmener dans certains délires, et je pense que c'est plutôt aussi des looks de Loulou qui pouvaient influencer ses créations, mais pas forcément une pièce, parce que finalement elle créait pas de pièces en dehors en dehors de Yves Saint Laurent, ni totalement décorrélé. Voilà. Il s'inspirait, parce que ça allait très vite et il y avait quand même beaucoup de travail, donc il n'y avait pas non plus le temps de faire de l'art pour l'art. Et donc il s'inspirait des mêmes livres, des mêmes thèmes, et donc ça créait l'un à côté de l'autre, et ça créait des pièces. Merci. Au début, on a parlé un petit peu des boutons, puis dans l'exposition, il y a aussi des ceintures. Je voulais poser la question un petit peu si c'était pensé comme un ensemble. On a dit que c'était pensé comme des bijoux. Est-ce que Loulou concevait également ce type d'accessoires? Est-ce que c'était des départements très séparés? En tout cas, est-ce que c'était des sous-traitants différents aussi, par exemple pour les boutons? Est-ce qu'il y avait des passerelles comme ça entre ces différents types d'accessoires? Sur les ceintures, je pense qu'elle s'occupait particulièrement des ceintures bijoux. Mais après, il y avait aussi d'autres designers ou stylistes qui dessinaient les ceintures plus particulièrement, ou tout ce qui était plus maroquinerie. Mais en effet, après, il y a des ceintures bijoux, complètement bijoux, qui viennent tout à fait d'elle. Elle aimait beaucoup ça. Ça faisait partie de certaines de ses obsessions, c'est que les colliers pouvaient devenir des ceintures. Toujours
elle aimait bien l'idée que tout soit adaptable et changeable selon qui le porte et comment on le porte. Et donc, en effet, il y a pas mal de... Il y a certains colliers avec des attaches assez simples qui étaient faits de manière à pouvoir aussi être mis en ceinture. Et l'inverse, je sais pas, je crois pas, mais en tous les cas, dans ce sens-là, ça marchait pas mal. Et la ceinture était complètement considérée comme un accessoire, enfin comme un bijou en tous les cas. Moi, je peux te répondre pour les bijoux, pour les boutons. En fait, c'était des maisons complètement séparées et c'était des propositions faites par ces fabricants de boutons précieux qui arrivaient en début de saison et qui étaient retenus ou pas. Et en fait, au studio, il y avait toujours d'immenses plateaux à un moment donné de la préparation de la collection dans lesquels étaient posés tous ces boutons bijoux. Et tu avais 2 ou 3 plateaux avec dedans, je dirais peut-être entre 50 et peut-être 100 bijoux, boutons bijoux. Et lorsqu'on arrivait au stade de la décision des boutons sur certains vêtements, ça commençait au cocktail évidemment, les plateaux étaient présentés et à ce moment-là, M. Saint-Laurent choisissait, ou Madame Munoz ou Loulou apportaient leur grain de sel, enfin surtout Loulou, mais voilà, mais c'était pas des choses qui étaient dessinées pour. Ça pouvait arriver, comme quand il dessinait des bijoux pour un vêtement, il pouvait aussi dessiner des boutons parce qu'il tenait particulièrement à quelque chose de précis, mais dans l'ensemble, c'était plutôt des choses proposées par les fabricants et retenues par la maison, qui en avait l'exclusivité à ce moment-là pour la saison, et qui étaient choisies comme on choisit un bouton beaucoup plus simple aussi, de la même manière, quoi, par rapport à la couleur, la taille, et ainsi de suite. Dans la veste noire, les fleurs, on ne sait pas justement si c'est des broches ou des boutons. Je sais pas si... Parce que justement, on voit que c'est pour eux quand même. Ouais, non, mais c'est possible. Si vous vous posez la question à ce point-là, c'est comme une broderie, c'est-à-dire que très probablement, ça a été décidé pour ce vêtement-là. C'est-à-dire que les broderies, ça partait de la broderie souvent. Parfois, les broderies étaient dessinées. Mais si là, vous vous posez cette question, c'est que le bouton était certainement créé pour le vêtement. Ouais. On va devoir s'arrêter là, je pense. Merci pour toutes vos questions. Merci d'être venus. On se retrouve au mois de janvier pour une nouvelle conférence. Il y en aura encore 4 nouvelles si vous voulez vous joindre à nous, et toutes les informations seront sur le site évidemment. Et on vous souhaite une bonne soirée.